Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Samedi Politique. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 80 jours du début des Jeux Olympiques de Paris et la perspective de cet événement inquiète de plus en plus. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, il y a une constante du dédain et du mépris pour les fonctions régaliennes, littéralement étouffées par des opérations de communication. Pas une semaine sans un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Les homicides se multiplient, les violences explosent et la menace terroriste, elle, plane toujours. C'est tout ce que nous allons voir dans cet état des lieux de la sécurité, ou plus exactement de l'insécurité. Mais comme chaque semaine, vous le savez, vous êtes les garants du succès de cette émission. Alors je compte sur vous pour la partager, bien entendu, la relayer, comme on dit en bon français, pour cliquer sur le pouce en l'air, parce que ça améliore le référencement. Ça paraît très simple, mais c'est très efficace. Et puis bien sûr, écrivez-moi juste en dessous dans les commentaires. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, un habitué, Xavier Hofer. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité défense du CNAM, également professeur aux États-Unis, en Chine. Vous avez également écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le terrorisme, dont nous allons parler dans quelques instants. Et je noterai également votre dernier livre, pour lequel je vous avais reçu avec plaisir, celui qui avait trait au scandale autour de Jeffrey Epstein, dans un livre qui se nommait Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. C'était aux éditions du Cerf et c'est toujours disponible sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors Xavier Hofer, pour commencer cette émission à Grande-Synthe dans le Nord, le 16 avril dernier, Philippe Koopman, 22 ans, est agressé par plusieurs personnes munies d'une hache et d'une batte de baseball. Philippe Koopman est mort des suites de ses blessures. Le 27 avril, c'est à Châteauroux, dans l'Indre, que Mathis Marchais, 15 ans, a été poignardé à de multiples reprises par un mineur d'origine afghane. D'aucuns disent que la mère est allée frapper le jeune Mathis alors qu'il gisait au sol. Là encore, l'enfant est mort des suites de ses blessures. Et dans un autre genre, on a vu à Sevran, en Seine-Saint-Denis, 3 personnes tuées en 2 jours dans des fusillades vraisemblablement liées au trafic de drogue. Et c'est terrible parce que je pourrais continuer cette liste de façon totalement discontinue. Xavier Hofer, comment qualifieriez-vous aujourd'hui la situation de la France sur le plan sécuritaire ? Eh bien, tout simplement, l'ordre public n'est plus assuré. C'est enfantin. Je vais commencer par dire quelque chose qui est important pour ceux qui nous regardent. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est un diagnostic. Le diagnostic, c'est l'acte d'un expert. Quand votre voiture s'arrête de rouler, quand votre petite dernière a 42 fièvres, vous allez voir un médecin, vous allez voir un garagiste, il fait un diagnostic. Le diagnostic, le médecin, le garagiste ou moi, la définition est que nous devons le faire sans intention ultérieure. C'est-à-dire que nous avons une expertise dans un domaine et une expérience, et l'expérience permet à peu près certainement, en tout cas avec une assez forte précision, de dire ce qui ne va pas. Nous disons ce qui ne va pas, non pas pour faire du chagrin à X ou faire plaisir à Y. Pour faire le jeu du Rassemblement national, Xavier Hofer. Bien entendu, pire encore, Horresco référens, vous savez, les pages roses des dictionnaires. J'en frémis rien que d'y penser. Mais non, sérieusement, je le fais parce que d'abord, je le pense. Ensuite, j'ai les moyens de l'établir. C'est-à-dire que quand je dis c'est une grippe, eh bien, à ce moment-là, j'ai les moyens. Il y a des tests qui permettent de savoir que c'est une grippe dans mon domaine aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que depuis le début, ça remonte pas à M. Macron. C'était déjà bien parti sous M. Hollande. Et donc, depuis lors, petit à petit, l'ordre public se dégrade. On va partir des fondamentaux. Raymond Aron, je l'ai déjà dit, mais la base de la pédagogie, c'est la répétition. Qu'est-ce que le boulot ? Quelle est la mission de gens qui ont le devoir, la capacité de diriger un État-nation ? C'est de faire en sorte que l'État-nation, la France en l'occurrence, soit respectée à l'extérieur, en paix à l'intérieur. C'est ça leur mission. Le gouvernement d'un État-nation n'a pas été inventé pour fixer les salaires de nuit des infirmières ou le jour d'ouverture des soldes. Il a été fixé pour respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. En paix à l'intérieur, ça s'appelle assurer l'ordre public, et c'est ce qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Alors,
bien entendu, mais j'imagine qu'on va y revenir longuement, ça se dissimule sous des embrouilles, de la communication, des crises de nerfs, tout ce que vous voulez, mais en réalité, au fond des choses, les homicides dont vous avez parlé, où c'est quand même un peu toujours les mêmes qui tuent et un peu toujours les mêmes qui sont tués, hein, sans sombrer dans la polémique, mais voilà, on est dans le fait que l'ordre public n'est plus assuré. C'est ça la base de tout. L'ordre public, c'est quoi? C'est des choses très simples. C'est de trouver sa voiture intacte et non pas carbonisée là où on l'a laissée la veille. C'est de pouvoir envoyer la petite chercher le pain sans trembler en se demandant. C'est le fait de ne pas être obligé, comme ça se passe dans de multiples endroits en France, d'ériger des barricades autour des collèges, des écoles, des maternelles, des crèches ou des centres culturels pour éviter que les balles ne ricochent dessus, hein. Voilà, Nîmes notamment, mais Grenoble et ailleurs. Et donc, c'est ça, l'ordre public, ce sont des choses simples. C'est le fait que, comme le disait Clémenceau, fort justement, les honnêtes gens aillent en paix, les bandits, les malfaiteurs soient inquiétés et mis hors d'état de nuire. Ceci est de moins en moins bien assuré en France, au milieu d'une série de mensonges toujours plus éruptifs de notre ministre de l'Intérieur. Alors justement, l'ancien Les Républicains, désormais passé dans la majorité gouvernementale, Gérald Darmanin, a pourtant l'air d'expliquer qu'il fait tout son possible, qu'il mène des opérations. Les dernières en date, c'est bien entendu les opérations Place Nette pour combattre le trafic de drogue dans les quartiers qui sont gangrénés par ce phénomène. C'est de la communication ? Oui. Oui, parce que Gérald Darmanin a pas une perfection, laquelle n'est d'ailleurs pas de ce monde, comme on le sait, mais il n'est pas idiot. Et il a compris une chose, quand il est arrivé ministre de l'Intérieur, il a réuni son équipe, il a demandé les dossiers, et il a vu que d'ici à 2027, il lui était impossible de rétablir l'ordre dans ce pays. C'est impossible. Pourquoi? Parce que toute reprise en main, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la gestion d'une entreprise, que ce soit en agriculture, quand il a trop plu ou pas assez plu, etc., toute entreprise reprise en main adopte toujours la forme de ce qu'on appelle une courbe en J. C'est-à-dire ça va toujours plus mal avant d'aller mieux. Et là, si M. Darmanin commence aujourd'hui à rétablir l'ordre dans ce pays comme il faudrait le faire et comme il pourrait le faire dès aujourd'hui, s'il en avait le temps, on s'apercevra que le bas de la courbe, c'est-à-dire là où ça ira le plus mal avant de commencer à aller mieux, c'est 2027. Pourquoi? Parce que la France, c'est pas un hors-bord qui vire sur place comme ça dans tous les sens, c'est un énorme paquebot de 68 millions de passagers et donc ça tourne pas sur place. Quand on lance un ordre du sommet et quand on veut le faire appliquer sur la base, eh bien fatalement il y a une inertie. Et donc l'inertie est telle que si M. Darmanin dit aujourd'hui je veux que ça soit fait, avec tout ce qu'il trimballe derrière lui comme bienséance, comme gourou de la communication, ou « fais pas ça, tu vas perdre un point dans les sondages », etc. Donc avec toutes ces lourdeurs-là, toute cette espèce de paralysie qui gagne petit à petit l'appareil d'État, qui ne sait plus bien en matière régalienne ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire, eh bien rien de ça n'est possible avant 2027. Donc comme lutter réellement contre le crime n'est pas possible, eh bien ils font semblant. Voilà. Alors c'est très surprenant ce que vous m'expliquez, parce qu'on a l'impression finalement que la soif du pouvoir, l'électoralisme, pour le dire plus clairement, empêche les politiques d'avoir des politiques efficaces, alors que on a quand même l'impression que les Français seraient contents de voir un dirigeant politique enfin se saisir de la question de l'insécurité. Bien entendu, évidemment, mais j'allais dire pire encore, ou mieux encore, ça dépend comment on se situe, quand vous allez dans les quartiers hors contrôle, quand vous allez à Pisevin, à Nîmes, quand vous allez dans les quartiers nord de Marseille, quand vous allez à la Villeneuve à Grenoble, quand vous allez à la Grande Borne à Viry-Châtillon, je peux vous faire la liste, les Minguettes à Vénissieux, etc. Je peux vous faire la liste des zones hors contrôle jusqu'à demain matin. Quand vous allez dans ces endroits-là, et que vous parlez à des gens qui habitent là-bas, dont la plus grande partie sont issus de l'immigration, ils n'en peuvent plus. Il se trouve que au sommet de la chaîne alimentaire du crime dans la Seine-Saint-Denis,
il y a des gens qui sont très dangereux, et encore beaucoup plus que les Maghrébins, les Sahéliens, etc., qui y se trouvent, et j'en connais un certain nombre, donc j'ai pu me promener dans un certain nombre de cités où, vous savez, à la télé, quand il y a des trucs un peu bizarres, on dit « faites surtout pas ça chez vous ». Là, pareil, allez surtout pas là-bas pour faire comme refaire, c'est dangereux. Et refaire fonce. Voilà. Donc, bah oui, je suis accompagné de gens qui font peur aux individus en question. Comment dit-on déjà, nomades, gens du voyage, etc. Voilà, donc c'est ça, et ils sont, quand on les connaît pas bien, ils sont abrasifs. Et donc j'ai été, et j'ai pu voir, j'ai parlé dans la Seine-Saint-Denis, dans une cité qui s'appelle Les Bosquets, à Montfermeil, hein, à une dame africaine. Elle avait un petit enfant dans sa poussette, qu'il faut qu'elle amène à la crèche tous les jours, elle-même étant enceinte, et elle habite au 10e étage d'une tour dont l'ascenseur est monopolisé par les dealers. Tous les jours, pour aller chercher sa petite ou son petit à l'école, il faut qu'elle remonte les 10 étages et qu'elle les descende à pied avec une poussette. Vous vous rendez compte ? Qui aurait envie de vivre dans cet enfer-là ? Le jour où quelqu'un arrive à la télévision aux 20h, siffle la fin de la récréation, remet de l'ordre dans ce bazar-là et assure aux gens d'où qu'ils viennent, vous êtes tranquille, vous pouvez aller chez vous. Enfin, songez qu'à Marseille, il y a des squares maintenant dans les quartiers nord et des parcs absolument superbes qui sont déserts parce que les parents n'osent plus y envoyer leurs enfants parce que les balles sifflent. Des balles de guerre, des balles de calibre, des balles, on l'a vu avec une jeune femme il y a quelques mois à Marseille, qui traversent les murs, parce qu'elles ont été faites pour traverser des blindages. Donc comment envoyer ces enfants au square dans ces conditions-là ? Je me résume. Celui ou celle, comme on dit maintenant, celles et ceux, vous savez, qui remet de l'ordre dans le bazar en question, dans les quartiers en question, au premier rang, le parti politique qui le soutient est réélu pour les 20 années qui viennent. Mais simplement, ils ne peuvent pas le faire parce que la réalité, les gens qui nous gouvernent ne les attendent plus. Ils sont sous la coupe de sorciers, de la communication de machins, tous gauchistes, bien entendu, qui disent « Oh là là, tu veux pas, raciste !» et tout. Mais c'est ceux qui seraient protégés si on remettait de l'ordre dans les quartiers nord de Marseille, c'est pas vraiment des berrichons, vous savez. Et cependant, ils en seraient fous de joie. Les mamans pourraient envoyer leurs gamins au square, elles pourraient sortir chercher le pain sans trembler et trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur voiture là où elles l'ont laissée la veille. Mais hier encore, je lisais le témoignage d'un monsieur manifestement maghrébin qui habite dans une cité, qui disait aux journalistes « Je peux pas vous parler, parce que si je vous parle et qu'on me voit vous parler, demain je trouverai ma voiture brûlée. » Vous vous rendez compte ? Pire qu'en Sicile. Voilà la réalité criminelle de la France d'aujourd'hui. Alors, à ce sujet, justement, j'aimerais qu'on écoute Étienne Blanc, sénateur Les Républicains du Rhône. Il est aussi le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Il parle de ces opérations Place Nette. Et vous pouvez taper au bas de l'entreprise. C'est les consommateurs, les petits dealers, ceux qui chauffent, ce qu'on appelle les sarrafs, qui collectent l'argent. Et ça n'est pas inutile. C'est ce qu'on fait avec les opérations Place Nette. Quand vous habitez dans un quartier, vous êtes au-dessus d'un point de deal, vous n'êtes pas mécontent qu'on dégage le point de deal. Le problème, c'est que vous ne détruisez pas le réseau. En fait, la politique de lutte contre le narcotrafic, je ne veux pas dévoiler ce qu'il y aura dans notre rapport, mais elle doit bien s'intéresser aux deux aspects du spectre. À la base, c'est les opérations Place Nette, le contrôle dans les rues, dans les quartiers, mais il faut surtout qu'elle s'intéresse au sommet. Donc le rôle de l'État, c'est de taper au haut du spectre. Et là, c'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Est-ce que vous aussi, vous partagez cette opinion selon laquelle l'État frappe d'abord les petits ? Alors certes, c'est avantageux pour les riverains, mais c'est pas ça qui démantèle le trafic. Je suis surtout inquiet du vocabulaire du sénateur en question. Ce ne sont pas des consommateurs, ce sont des toxicomanes. Ce ne sont pas des réseaux, ce sont des gangs. Et d'ores et déjà, il a adopté la langue de coton des gens qui ne veulent rien changer. Et son rapport ne changera rien. Car naturellement, c'est simple en réalité. Les gens qui vous disent que c'est compliqué, c'est qu'ils veulent rien faire. La chose est simple. Au lieu d'envoyer une opération Place Nette
avec 500 ou même 900 gendarmes, policiers, tout ce que vous voulez, dans les quartiers nord de Marseille. Il faut les laisser sur place, en permanence. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris, où, comme par hasard, il y a l'Élysée, grouille-t-il de flics, et pourquoi il n'y en a aucun à la Castellane? Pourquoi il n'y a pas de commissariat? Sevran, vous avez vu, là, 3 morts en 2 jours, il n'y a pas un commissariat. Pourquoi ne mettons pas les policiers et les gendarmes là où il le faudrait? Parce que j'imagine qu'ils ne peuvent pas être partout. Quand ils sont à l'Élysée, ils ne sont pas à Sevran. Ben oui, c'est pas une réponse dans le sens où, que fait-on pour policer les zones qui ne le sont pas? Qu'a fait... Tout le monde se recommande de Clémenceau. Et c'est vrai qu'en matière de maintien de l'ordre, ça a été un bon ministre de l'Intérieur. Qu'a-t-il fait? Il a mis la police en face des criminels. Comme à ce moment-là, les véhicules à traction automobile, les autos se répandaient et que les anarchistes qui avaient été les premiers, vous savez, la bande à Bono, à se rendre compte qu'on filait plus vite en voiture, même si elle roulait à 40 à l'heure qu'à pied ou à cheval, hein. Donc, ils avaient fait les premiers braquages avec des automobiles. À la suite de quoi, Clémenceau a créé des brigades automobiles, ultérieurement baptisées Brigades du Tigre, hein, son surnom pendant la guerre de 14-18. Et à la suite de cette opération-là, eh bien, on a rétabli l'équilibre entre les malfaiteurs qui avaient maintenant des voitures et les policiers qui auparavant étaient à pied et tiraient la langue en courant derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, il ne faut pas rétablir l'égalité sur le territoire en fonction de moyens de transport, il faut le faire de manière territoriale. La seule façon de rétablir l'ordre dans ce pays, car quand Beltrame, le colonel Beltrame est assassiné, il est assassiné par qui? Par un voyou réislamisé qui vient d'une des cités à côté de Carcassonne. Quand vous avez des homicides à Sevran, les homicides en question se produisent-ils dans la ville de Sevran en général? Qui est-ce qu'elle est? Bon, c'est pas le paradis sur terre, mais non, c'est dans une cité hors contrôle de Sevran qui s'appelle les Baudottes, ou à proximité, où les gens qui ont tué venaient de la cité en question. Comprenez? La situation, le brave sénateur dit c'est compliqué et tout. C'est pas vrai. La situation est enfantine en termes de sécurité, comme dans tous les autres domaines. À un moment donné, quand un pays est confronté à un problème, c'est simple. Il n'y a jamais dans l'histoire de pays confronté à 10 problèmes de la même taille. Il y a toujours un énorme problème et plein de petits autour. L'énorme problème en France aujourd'hui, ce sont les cités hors contrôle. Il y en a 700, puis 800, puis 1000. Maintenant, les quartiers de la politique de la ville, c'était 1400. À la dernière révision, ils sont 1500. Les métastases gagnent, y compris les petites villes et la campagne. C'est ce problème-là. Dont on s'est rendu compte avec les émeutes, hein, si je peux me permettre. Évidemment. 531 villes atteintes. Et puis, il n'y a pas 531 métropoles en France, avec des banlieues autour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rétablir l'ordre dans les quartiers hors contrôle. Après quoi, une fois que l'ordre est rétabli, mais le rétablissement de l'ordre est préjudiciel, comme on dit en droit. C'est pas plus important que le reste dans l'ordre général des choses, ça doit être fait avant pour que tout le reste devienne possible. Comment... Enfin, Élise, vous avez vos petites économies, irez-vous les mettre dans une banque où on tire des coups de feu dans le plafond? Ben, évidemment non. Vous allez choisir un endroit paisible où on peut, ce que Montesquieu appelait le doux commerce, etc., peut s'opérer sans rafale de Kalachnikov. Voilà, c'est simple. Donc, préjudiciel, rétablir la sécurité dans les quartiers hors contrôle. Comment le faire? Ben là aussi, c'est simple. Il y a 150 000 policiers en France et 120 000 gendarmes, au lieu qu'ils soient dans des quartiers où il ne se passe rien, c'est là où il faut les mettre et rétablir l'ordre. À partir de ce moment-là, tout le reste va bien. J'étais loin d'être un ennemi des méthodes que préconisait M. Borloo pour les quartiers en question, c'est-à-dire de la médiation, faire en sorte que des gens qui ont des cultures différentes puissent se contrôler, une éducation particulière pour les mamans qui, effectivement, ne savent pas trop faire des gamins qui tournent mal, de la médiation, et puis même de l'accompagnement, tout ce que vous voulez, mais comment voulez-vous faire ça dans un endroit où les gens sont, au moindre bruit, enclins à se jeter par terre, chez eux, parce qu'il y a les balles qui sifflent au milieu du salon? Comment voulez-vous? Le rétablissement de l'ordre est préjudiciel. Et il n'y aura pas de bain de sang,
beaucoup des petites bandes de petits voyous des cités sont des lâches, et à partir du moment où ils verront qu'il y a des gens sur place pour rester, et que s'ils se conduisent mal, eh bien, il leur arrive mal, eh bien, à partir de ce moment-là, vous en aurez les 2 tiers qui se calmeront. Le dernier tiers, il faudra peut-être un peu montrer les crocs, mais ce sont des lâches. J'aimerais revenir quand même sur les propos du sénateur que vous dites édulcoré. Il pointe quand même du doigt une question, c'est que on se rappelle de la question de la politique du chiffre qu'avait mise en place Nicolas Sarkozy. On se rappelle même que des policiers expliquaient que finalement pour les rapports, c'était plus commode d'arrêter 10 petits trafiquants à la gare avec 3 barrettes de shit pour dire. Plutôt que le gros trafiquant qui nécessitait beaucoup plus de travail et que finalement, lui, comptait que pour 1, alors que les autres comptaient pour 10. Mais c'est pas les mêmes qui font le travail. Ceux qui vont arrêter un gamin dans une cité avec une barrette de shit et ceux qui s'occupent, la police judiciaire, les brigades spécialisées, les gens qui font du renseignement policier ou du renseignement criminel, sont pas les mêmes, évidemment non. Donc, ce qu'il aurait fallu, c'est que M. Darmanin, une fois de plus, chanstique pas tout à la police judiciaire dans un moment où elle aurait dû être mobilisée pour être efficace et justement pour attaquer comme dirait c'est encore une formule venue, c'est le haut du spectre, ça existe pas, c'est pas de la physique nucléaire, hein, le banditisme. C'est les caïds qu'il faut arrêter. Ou alors qu'il faut effrayer pour qu'ils aillent exercer leur talent ailleurs qu'en France. Le banditisme, quel qu'il soit, où qu'il soit, depuis la bande des 3 canards jusqu'à la famille mafieuse de Palerme-Centre, fonctionne toujours de la même façon. Et qui, dans le milieu criminel, déroge de cette façon d'agir, il lui arrive toujours très mal. L'appareil d'État est trop fort pour n'importe quelle société criminelle, quelle qu'elle soit. L'appareil d'État, je viens de vous le dire, 150 000 policiers, 120 000 gendarmes, qui peut s'opposer à ça? C'est naturellement pas possible. Donc, la bande, le gang, même le plus fort, n'attaque jamais l'État de front. Même la mafia sicilienne, quand elle a essayé de le faire, ça lui est retombé dessus. Les dirigeants ont fini en prison, ils ont fini par être arrêtés parce que, à un moment donné, quand l'appareil d'État se réveille, quand il se dit, là, ça commence à bien faire et qu'il tape sur la table, le banditisme en face vole en éclats. Donc, ce que fait le banditisme, les bandes, les gangs criminels, même les mafias, partout et toujours, ça s'appelle l'effet de déplacement. Ce que je ne peux pas faire ici, eh ben je vais le faire là. Ou alors ça c'est le déplacement dans l'espace. Ou alors ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain. Ça c'est le déplacement dans le temps. C'est-à-dire que quand Monsieur Macron va à Bassins, une des cités de Marseille, ou à la Paternelle ou à la Castellane, faire le kéké en disant vous allez voir ce que vous allez voir, les dealers ils sont dans la rue derrière et ils dealent. Il y avait même cette fois complètement honteuse, le pauvre, où il était en train de faire un discours avec le préfet qui était venu lui lécher les bottes, les commissaires de police, etc. à Nîmes, à côté de la galerie Wagner, qui est le point de deal le plus archétypique d'une des pires cités de cette ville, qui n'en manque pas. Et donc, il était là, et il y avait un drone, et les dealers, ils étaient dans la rue de derrière. Ils s'étaient même pas arrêtés une minute. Vous vous rendez compte le mépris qu'ils ont pour eux? Mais ce mépris des criminels... Et l'absence de peur aussi. Pardon? L'absence de peur. Mais c'est évidemment. Le crime organisé est une entreprise purement et simplement darwinienne. Ça marche comme dans Darwin. Survival of the fittest. Seuls les plus adaptés survivent. Voilà. Et donc, le bandit qui n'est pas adapté, c'est-à-dire celui qui se berce d'illusions ou qui fait des erreurs de calcul, il est soit en tôle, enfin, il risque un peu moins avec M. Dupond-Moretti, mais malgré tout, il risque, quand même, dans l'ordre général des choses, ou alors il est tué par des concurrents. En conséquence de quoi, il faut qu'ils aient une vision. Il faut que le milieu criminel ait une vision juste de l'adversaire, de qui il a en face de lui. Eh bien, la vision, à l'heure actuelle, c'est qu'il risque rien. Et comment sait-il qu'il ne risque rien? C'est ça qu'ignore à l'heure actuelle M. Darmanin, M. Dupond-Moretti. Enfin, si, M. Dupond-Moretti doit le savoir parce qu'avant, il était avocat. Et M. Macron, c'est que le milieu criminel, le haut du spectre, les caïds, ils savent ce que pensent et ce que font les dirigeants de ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont des avocats. Quand vous êtes un caïd à la Paternelle à Marseille et que vous gagnez 100 000 € par week-end, plus tout le reste de la semaine, mais un week-end c'est 100 000 €. Vous vous rendez compte du taux de profit?
Même si vous coupez pas la cocaïne, même si vous vendez le hash pratiquement comme ça, sans y faire trop de bénéfices, c'est au minimum du 250%. Avec les drogues chimiques, amphétamines, etc., ça peut aller jusqu'à 1000% le taux de profit. Vous vous rendez compte? Vous vous payez les meilleurs avocats. Qui c'est les meilleurs avocats? C'est les collègues de Monsieur Dupond-Moretti. Alors eux, ils sont dans le beau monde, eux, ils vont dans les dîners en ville, et une fois, dans une interception d'un message envoyé par un avocat ripou à un caïd de Marseille, il y avait « Momo, arrête-toi pour 15 jours, ça va taper ». Ça veut dire qu'ils savent tout ça, que le renseignement des caïds, il est le plus fort. En plus de ça, Élise, quand vous fournissez de la cocaïne aux gens, vous avez une idée de ce qu'ils fabriquent? L'homme chez qui le parti de M. Macron a été fondé, là, En Marche, M. Bigorgne, à son procès, il a dit, oui, vous comprenez, j'étais un peu perturbé parce que je prenais 4 grammes de cocaïne par jour. C'est un beau score, je crois, 4 grammes. Oui, c'est bien. Quotidien, c'est... Oui, mais c'est 300 € par jour, 1500 € par semaine, 6 000 € par mois et 72 000 € par an. Voilà. Naturellement payable en espèces. Qu'est-ce qui se passe si vous, Élise, vous allez retirer 72 000 € ou même 5 000 € à votre banque régulièrement en espèces? Il y a le monsieur de la banque qui va venir vous voir, il va dire Madame il va pas me les donner déjà, ça va commencer très vite, il va pas me les donner. Oui, non, mais il va vous demander pourquoi c'est faire. C'est pour mon dealer, mais je vous en prie, etc. Ces gens-là ont des facilités dans les liaisons qu'ils entretiennent dans le monde criminel, et je ne peux même pas m'empêcher de penser que les facilités en question sont sans contrepartie. Il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. On parlait d'opération Place Nette, quelque chose qui s'est passé qui était terrible. Ça n'a pas trop été relevé dans les médias, donc on va se faire un plaisir, là. Voilà. C'est un député de la France Insoumise à Marseille. Il va hurler auprès du préfet et auprès de Darmanin en disant, enfin quand même, la République, j'ai pas été prévenu du fait qu'il allait y avoir l'opération Planète, mais je le savais la veille parce que les dealers avaient prévenu. Vous vous rendez compte, la fuite de renseignements énorme? Le député en question, LFI de Marseille, n'a jamais été contredit, ni mais c'est pas vrai, mais etc. Donc il a affirmé, je le cite, que la veille de l'opération Place Nette, qui était soi-disant un secret terrible, les dealers disaient faites attention parce qu'ils avaient prévenu des gens du coin, et un des gens du coin avait prévenu le député. Vous vous rendez compte les fuites en matière de renseignement? Voilà. C'est pour ça que les opérations Place Nette... C'est pour ça que les opérations Place Nette sont une farce. Alors justement, on se pose quand même un peu cette question parce que on a quand même l'impression que parfois il y a des accointances réelles entre le monde politique et les caïds du narcotrafic. Il faut respecter la présomption d'innocence, mais on pense évidemment à cet élu d'Avallon, en Bourgogne, un maire d'hiver gauche, donc Jamila Absaoui. Elle est aujourd'hui en détention provisoire. Sa libération conditionnelle d'ailleurs a été refusée. Elle y est depuis le 7 avril. La police avait trouvé chez elle ou chez ses présumés complices, dont une partie ne sont rien de moins que ses frères, 70 kilos de cannabis, 1 kilo de cocaïne, là Laurent Bigorgne il serait content. Oui, il aurait pour 3 semaines. Ah oui, là. 2 lingots d'or et 7 000 € en liquide. D'aucuns avaient parlé d'armes, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc pour pas dire d'horreur, je ne l'ai pas dit. Ben oui, évidemment. Et Canteleu, la mère, pareil, en prison. Et vous savez, ce qui se passe dans les cités hors contrôle, c'est qu'il y a d'abord une absence de l'État au quotidien, les quartiers perdus de la République, mais ils ne se sont pas perdus tout seuls. C'est pas le petit Pousset. Ils ont été perdus parce que simplement, il y a une rétraction de l'appareil d'État qui n'y était plus. Alors, qui dirige? Eh bien, des clans dans lesquels il y a un frère qui est l'imam salafiste du coin, le cousin qui est le dealer de cocaïne, et le troisième qui organise les marchés aux voleurs. Donc c'est des clans, c'est pas nouveau si vous voulez. Quand il y avait eu les attentats dans les années 80 en provenance du Liban, on s'était étonné de découvrir dans une même cachette du côté de Fontainebleau, si je me souviens bien, des poubelles dans lesquelles il y avait de l'héroïne brune, dont on sait qu'elle vient du Liban à cette époque-là, des explosifs et des pièces détachées de voitures. Pourquoi? Eh bien parce que
il y avait un garçon à qui le village, c'était des musulmans chiites du Liban, le village avait payé les études en France et il avait 3 oncles au Liban, l'oncle qui était le mollah du Hezbollah, l'oncle qui faisait tourner l'héroïne et le 3e qui était le concessionnaire de Mercedes sur place ou de Dieu sait trop quelle autre marque. Alors en conséquence de quoi, le gamin recevait les trucs, les dispatchait selon les besoins et il fonctionnait pour l'ensemble du clan. C'est la même logique clanique qui prévaut dans les banlieues en question. Donc certaines fois, l'ordre salafiste... Concrètement, c'est un peu la même logique aussi dans le gratin parisien, visiblement. Les gens en question, comme je vous l'ai dit, avec leurs dealers, ils ont des rapports de complicité quand même. Hein. Pour se faire livrer la drogue chez soi ou alors à proximité, faut avoir confiance parce que si le dealer balance, il sait qui c'est. Et à plusieurs reprises, je dis, je crois, et j'ai des raisons de penser, mais c'est mieux que ça, les petits carnets noirs ont été trouvés, ça désignait des gens très précisément, et simplement, après ça, l'affaire était un peu enterrée pour pas vouloir la mort du pêcheur, ce qui, dans ces cas-là, serait faire le jeu comme d'habitude, hein, parce que vous avez vu que dans toutes les affaires de perversion, c'est souvent ou de corruption au Parlement européen, c'est des socialistes quand même. Hein. Voilà, donc c'est souvent des gens de, disons, l'arc républicain, et c'est ça qui protège quand ils font un cordon sanitaire quand même. C'est pas du joli, quoi. Alors Xavier Hofer, on a évoqué déjà à plusieurs reprises justement la ville de Sevran où l'opération Place Nette a été menée. On a vu le résultat, ou du moins les conséquences, puisque plus de 3 personnes ont perdu la vie en 2 fusillades en début de semaine dernière. Laurent Nunez est allé sur place, je vous propose qu'on l'écoute et puis après vous me donnez votre point de vue. En mars dernier, une opération Place Nette avait eu lieu dans la ville pour mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue. Conscience que quand on fait ça, on déstabilise le trafic, on crée des convoitises et parfois il y a des affrontements entre bandes de criminalité organisée. On a de bonnes raisons de penser que les faits de ce soir ne sont pas complètement étrangers au trafic de stupéfiants. Alors concrètement, on combat timidement le trafic de drogue et en échange, on a des fusillades. Alors, on le combat d'une manière factice. Car quelle est la famille, quelle est l'organisation criminelle la plus importante, la mieux structurée, la plus durable, la plus indéracinable du monde? Réponse, la mafia sicilienne. Ils sont là depuis un siècle, ils ont, dans la province de Palerme, qui a 1,3 million habitants, quelque chose comme ça, et la ville de Palerme, qui est incluse dedans, qui a 650 000 habitants. Entre la province et la ville, il y a 83 familles mafieuses qui obéissent à la même organisation, réunies en 18 préfectures mafieuses. Il y a des préfectures mafieuses à Palerme qui coordonnent le travail des 83 familles. C'est la Rolls-Royce du crime organisé, une vraie mafia séculaire, comme il y en a pas plus de 10 dans le monde. Les mafieux, entre eux, ils subissent de temps en temps la répression, le gouvernement de Rome fait une crise de nerfs en disant « ça va pas, vous allez voir ce que vous allez voir, on va venir sur place, etc. » Et à ce moment-là, vous savez, ce qui pousse au bord des rivières, les joncs. Le proverbe mafieux, c'est « courbe-toi, jonc, la crue passe ». Alors, voilà. Hop, après, quand la crue est passée, le jonc se redresse et puis même pas mal, quoi. Donc, les opérations Place Nette, c'est là. C'est ça. Mais là, où M. Nunez se moque quand même un peu du monde, c'est ça. C'est-à-dire, ce qu'il dit est inepte. Quand il y a un ministre de l'Intérieur qui fait peur aux bandits, les bandits s'arrêtent, ils font jouer l'effet de déplacement. Le fait qu'ils s'entretuent après, avant, pendant l'opération Place Nette signifie que le ministère de l'Intérieur, le ministre et son préfet de police de Paris leur inspirent un mépris insondable. Ils s'en foutent de ce qu'ils racontent et de ce qu'ils font. Ils savent que c'est du pipeau. Alors ils continuent à s'entretuer comme si de rien n'était. Et pourquoi le font-ils ? Il faut expliquer ça à ceux qui nous regardent, parce que c'est important. Le milieu, quel qu'il soit, les grands bandits, les moyens bandits, les gros bandits, ils sont tous hors la loi. Ils n'ont pas accès à la loi, ils se sont placés hors la loi. On n'a jamais vu un bandit en attaquer un autre au prud'homme ou faire un procès parce qu'il a envahi son territoire.
quelles sont les possibilités du milieu criminel? Comment agit-il? Il agit soit par la corruption, c'est-à-dire qu'ils donnent une valise de billets en disant « on va voir ailleurs si j'y suis ». Ils agissent par l'intimidation, on sait où tes enfants vont à l'école, ou ils agissent en tuant. C'est les 3 barreaux, l'échelle des peines, c'est les 3 barreaux. Donc, l'activité de M. Darmanin, les trépignements de M. Darmanin, les explications foireuses de M. Nunez ou autres, ils s'en fichent, vous comprenez, ils s'en tapent. S'ils ont besoin de tuer un type pour récupérer 100 000 € par semaine, eh bien, ils le tuent. Voilà. Et qu'est-ce qui peut les empêcher de se tuer? C'est l'autorité de l'État, la poigne de l'État, qui fait que le premier qui chope, il part pour 20 ans en prison. Alors là, vous savez, prenez les bandits marseillais. Les gangs marseillais dans les cités, ils savent très bien que la vie est dangereuse, puisque chez eux, entre eux, sur leur territoire, l'année dernière, rien qu'à Marseille, il y a eu 49 assassinats. Donc ils savent que la vie est brève. En conséquence de quoi, il faut beaucoup de fric, très vite, et puis faire construire des villas hideuses dans la grande banlieue de Dubaï ou n'importe où, pour en profiter le plus vite possible. Ils n'ont pas le temps. Donc quand ils ont un obstacle sur leur route, l'obstacle, il doit être dégagé. Quelle est la seule manière de faire dégager l'obstacle? Eh ben, c'est de le tuer. Donc l'assassinat dans le monde criminel, c'est quelque chose d'aussi important que les rachats d'entreprises ou les fusions-acquisitions dans le monde de l'entreprise. C'est ce qui nous permet de dépasser un obstacle et d'accéder à l'étage au-dessus. C'est ça le problème. Et le pauvre monsieur Nunez, apparemment, il n'y peut pas grand-chose. La preuve, c'est qu'il ne s'arrête pas. Voilà. La base de la criminologie, c'est un proverbe enfantin que n'importe qui devrait être capable de comprendre, mais hélas pas. La triade sécuritaire Macron, Darmanin, Dupond-Moretti, c'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. C'est quand même simple. Eh ben, ils les arrêtent pas, ils continuent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ils continuent à vendre de la drogue, ils continuent à intimider leurs concurrents ou à les tuer. C'est aussi bête que ça. Tous les policiers de terrain, tous les policiers qui ont vraiment l'habitude de combattre les criminels le savent. Les magistrats de terrain, pareil. Les gardiens de prison, pareil. C'est au sommet. On a une bonne police, on a une bonne gendarmerie. La justice, bon, parfois, elle est un peu molle, mais ils ont trop de dossiers sur leur bureau, vous comprenez ? Je me rappelle de vous me dire, on a une justice de clodo. Oui, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, entre 2017 et 2023, la nomenclature des infractions et des inculpations, le livre que chaque magistrat a sur son bureau. Entre 2017 et 2023, le livre est passé de 1500 à 2200 pages. Vous vous rendez compte ? Le magistrat qui a vu arriver ça sur son bureau en 2023, il n'avait pas une secrétaire de plus, pas un ordinateur de plus, et pas... voilà. Donc ils sont submergés. Pour un magistrat gauchiste, il y en a 99 sur 100 qui sont submergés et qui font pas face. J'en connais un qui est dans une zone périlleuse en matière de banditisme. C'est une zone où il y a 3 frontières. Vous savez, oui. Quand il y a 3 pays, les bandits adorent ça parce qu'ils peuvent tourner autour en jouant à cache-cache. Il a 300 dossiers sur son bureau. Il faudrait qu'il en ait 30 pour travailler sérieusement. Que voulez-vous qu'il fasse? Alors, tout le monde sait ça, mais cette police, cette gendarmerie, cette justice, cette pénitentiaire, elles sont mal dirigées par des gens, ceux qui nous gouvernent à l'heure actuelle, qui n'ont pas idée du fonctionnement du monde et du milieu criminel. C'est ça le problème. Alors, ils proposent des cataplasmes sur des jambes de bois en permanence, et ça ne marche pas. Alors, on a parlé, Xavier Hofer, de Sevran, comme on vient de le faire. C'est en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis. Bravo. Bien vu, hein. Ouais. J'ai travaillé pour trouver cette réponse. Il y a une grande partie des installations des Jeux Olympiques qui s'y trouvent en Seine-Saint-Denis. Il y a une grande partie aussi des événements sportifs, parce que en principe c'est un événement sportif, même si le côté musical va être très varié, semble-t-il. Comment voyez-vous cela quand on se rappelle cette affaire du Stade de France où Gérald Darmanin avait été très importuné par les supporters anglais? Comment voyez-vous l'organisation de cet événement dans cette zone? Ce qui s'est passé au Stade de France révélait déjà la propension forte de notre ministre de l'Intérieur à raconter n'importe quoi dans le registre du mensonge, mais il y a une administration sous lui. Et l'administration française, qui est la plus vieille du monde, vous savez, l'appareil d'État français
est le plus ancien du monde. Déjà, sous Philippe le Bel, il y avait des gens qui grattaient des arrêtés, des décrets, etc. Ça fonctionne sans discontinuer depuis plus de 8 siècles. Il y a un seul État-nation, mais très spécifique, dont l'administration est plus ancienne que l'administration française, c'est le Vatican. Mais en dehors de ça, prenez par exemple des pays comme l'Allemagne ou comme l'Italie, l'État-nation allemand et italien date du 19e siècle. Voilà. D'autres du 17e ou du 18e, la plupart. Nous, notre appareil d'État, donc il est solide, il est robuste. Je ne fais pas partie de ceux qui le critiquent à jet continu, mais il est, comme toutes les vieilles gens, il est un peu arthritique. Donc, généralement, il est meilleur la deuxième fois que la première. Souvenez-vous que la première fois qu'il y a eu une canicule en France, il y a eu 10 000 petits vieux qui sont morts dans leur chambre de bonne parce que personne n'y avait songé, ils n'avaient plus d'eau à boire ni rien. Et 3-4 ans après, il y a eu une autre vague de chaleur. Et là, on était passé de 10 000 à 100 morts. La leçon avait été apprise lentement. L'appareil de l'administration française avait mouliné. Donc espérons que l'histoire du Stade de France aura servi à l'administration française dans sa dimension régalienne sécuritaire à mieux gérer les événements où il peut y avoir des mouvements de foule ou des choses comme ça. À faire attention aux supporters anglais alors. Oui, enfin les supporters anglais, les pauvres qui étaient des victimes de racailles de la cité à côté des francs-moisins à côté du Stade de France et qui c'était pas du tout eux qui avaient semé la perturbation. Mais ça c'est un problème aussi parce que quand on nomme mal le mal, c'est difficile de le combattre. Mais oui, mais quand les sénateurs commencent eux-mêmes par mal nommer les choses en baptisant réseau. EDF, c'est un réseau. Ce qui se passe aux francs-moisins en Seine-Saint-Denis ou à Saint-Denis, c'est des gangs. Quand on commence par pas appeler les choses par leur nom, si vous allez voir un médecin et qui vous annonce que vous avez un panari à la place d'un cancer ou un cancer à la place du panari, vous changez de médecin, quoi. L'inconvénient, c'est qu'on peut pas trop changer de gouvernement toutes les 5 minutes, ou même de sénateur. Cet homme dit n'importe quoi. C'est pas des réseaux, ce sont des gangs, et ce sont pas des consommateurs, mais ce sont des toxicomanes. Les consommateurs, c'est pour les savonnettes ou les couches pour bébé. C'est pas pareil. Voilà. Donc, qui commence que tout l'appareil d'État qui est aveuglé, assourdi, assommé par la propagande de la mondialisation heureuse où il faut jamais appeler les choses par leur nom pour que les problèmes n'apparaissent pas, qui commence par se réveiller et par appeler les choses par leur nom, le début de tout, ça consiste à faire un diagnostic. Le diagnostic consiste justement à appeler les choses par leur nom. Le domaine dans lequel on a le plus développé la notion de diagnostic, c'est la médecine. La médecine a une discipline spéciale qui s'appelle la nosographie, qui consiste justement à apprendre aux futurs praticiens à appeler précisément les choses par leur nom. Par exemple, le pouls. Le pouls, il peut avoir 14 caractéristiques différentes. Et quand vous nommez mal la caractéristique du pouls, à la fin, vous pouvez avoir ceux qui sont pas capables de s'exprimer eux-mêmes, la médecine des gens âgés, la médecine des enfants, etc. Il peut y avoir des morts à ce jeu-là. Donc, évidemment, l'adulte qui est capable de parler, de s'exprimer, etc., qui est en possession de tous ses moyens, aucun problème. Mais pour le reste, l'usage des mots est prépondérant. Et là, on a une classe politique et un appareil d'État qui se laisse contaminer par le vocabulaire de la com, etc., qui consiste à jamais appeler les choses par leur nom, parce que comme ça va beaucoup mieux. Un sociologue, il y a quelques années, avait baptisé ça la langue de coton. Vous savez, tout est cotonneux, tout est flou, etc. Et donc, le rapport du Sénat, on verra bien, mais s'il continue à appeler des consommateurs au secours, c'est 60 millions de consommateurs, c'est pour discuter du prix des couches culottes, quoi. C'est pas le type qui prend de la drogue, c'est un toxicomane, bonsoir. Voilà, donc le diagnostic ne peut pas être fait avec des approximations ou des mensonges. Autrement, c'est de la propagande, c'est pas un diagnostic. Parmi les points d'inquiétude autour des Jeux Olympiques, il y a bien sûr la cérémonie d'ouverture qui est prévue le 26 juillet prochain. Je vous propose tout de suite d'écouter Alain Bauer. Ce sont des propos qu'il a tenus il y a bien longtemps, en 2022. Bien entendu, on savait déjà que Paris allait organiser les Jeux Olympiques. Pour rappel, cette cérémonie d'ouverture, elle doit se faire sur la scène. On regarde. Pour l'histoire, et ici ce soir, que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'était pas
défavorable, il était totalement opposé. Il n'y a pas un expert français, étranger, du CIO ou d'ailleurs, qui trouve que ce truc a du sens. Voilà. Et il est impossible de sécuriser 12 kilomètres au-dessus de Paris, sur la Seine, dans ces conditions-là. Vous partagez ce point de vue, Xavier Hofer ? Mais Alain a parfaitement raison. C'est la sagesse même. Et pourquoi réagit-il comme ça? Parce que nous, les criminologues, lui et moi, dans les mêmes lieux universitaires, nous sommes sans arrêt bombardés de questions. La classe politique entière, quand vous êtes en contact avec eux, ou les hauts fonctionnaires, quand on leur dit, alors il faut peut-être revenir aux fondamentaux, ils vous coupent, ils disent, je m'en fous des cours d'histoire, qu'est-ce qui va se passer demain? Donc on est harcelé sans cesse pour essayer de prévoir, d'anticiper. Vous qui connaissez les terroristes, qu'est-ce qu'ils vont faire le coup d'après? Comprenez que le ministre, lui, on lui annonce, le fait d'être ministre, c'est simple. J'en ai côtoyé de très près, je peux vous dire. Vous êtes ministre, mais de n'importe quoi, de la marine marchande ou des satellites artificiels ou n'importe quoi entre les deux, ça consiste à s'entendre annoncer une catastrophe, un drame ou un désastre à peu près toutes les 5 minutes. Alors, ils ont le cuir épais, et donc quand on leur dit « peut-être faut-il revenir à l'origine ?» Non, je m'en fous. Qu'est-ce qui demain, là, voilà, j'ai la visite du président de la Tanzanie demain, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Voilà, c'est ça qu'ils veulent savoir. Donc, nous avons pris comme habitude, Alain et moi, et puis d'autres aussi, d'être toujours dans une posture d'anticipation. Et lui qui connaît beaucoup de monde dans la police et puis chez les hauts fonctionnaires, il a naturellement servi, comme moi à d'autres endroits et dans d'autres cas, de mur des lamentations. C'est vers nous que les types, mais ils sont dingues, mais tu te rends compte, mais t'as vu encore mes 12 kilomètres, mais au secours, etc. Il a dû entendre ça 500 fois. Et quand il dit ça à la télé, c'est pas du jus de crâne, c'est le fait de ressortir ce qu'il a entendu 100 fois, preuve et élément probant à l'appui, évidemment. Alors, on a toutefois l'impression que vous avez été entendu, parce que si on écoute le chef de l'État, on a l'impression que ça a fait son chemin. On l'écoute. On va se donner les moyens de faire une très grande cérémonie d'ouverture. Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli. Donc il y a des plans B. Il y a des plans B et même des plans C. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc on ne ferait pas toute la Seine, voire qui rapatrierait dans le Stade de France, justement, la cérémonie, parce que c'est ce qui se fait classiquement. Bon, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça semble être raisonnable de prévoir des plans B, des plans C. La principale caractéristique de notre actuel président de la République ne semble pas être l'écoute de son entourage. Hein. Je connais du monde autour de lui, il n'écoute jamais personne. Donc là, à la fin, peut-être que quelqu'un a été jusqu'à menacer de s'immoler par le feu ou je sais pas, pour essayer d'attirer son attention là-dessus. Mais évidemment, le fait de revenir sur cette idée folle serait simplement raisonnable. Le fera-t-il? Voilà, c'est un homme qui a un côté, vous savez, sale gosse même pas mal. Chaque fois que quelque chose peut choquer ou indigner, même Nakamura ou autre de ce registre-là, il le fait simplement. Il aime faire souffrir les gens, quoi, j'ai l'impression. Donc, on verra qu'est-ce que vous avez la trouille. Et puis après ça, vous voyez, tout s'est bien passé. Ah là là, si j'étais pas là et tout. Je pense que quand il va à Marseille faire du cinéma devant les mamans des cités à faire des selfies, etc., je crois que quand il rentre à l'Élysée, il dit, bon, vous voyez, où est le problème? La seule chose, c'est qu'il a été dans un village Potemkin où tout avait été nettoyé, où on avait tout fouillé tout le monde à 500 mètres à la ronde pour être sûr qu'il n'allait pas se ramasser une rafale de Kalash au coin d'une rue. Et donc, il défile dans des décors de théâtre. Ce qu'il a dans sa tête est forgé par une espèce de sous-idéologie californienne, de communication, de machin, etc. Et il s'imagine que c'est le vrai monde. Eh ben non, c'est pas le vrai monde. Alors bien sûr, dans toutes les menaces qui semblent peser sur les Jeux Olympiques, il y a la menace terroriste. Alain Bauer faisait référence au-dessus de la Seine. Parmi les scénarios envisagés, il y a celle d'une attaque de drone. Est-ce que vous trouvez ça crédible? Non, parce que on peut pas aller loin dans les détails, mais il y a des moyens de supprimer
les trains d'onde, voilà. Donc il y a des moyens techniques, de même que depuis les grands attentats de 2015-2016, vous savez, l'intelligence artificielle, ça existe quand même. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des processus que vous pouvez accélérer 50 000 fois par rapport à même l'informatique normale. Je vous donne un exemple pour que ça soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Une des difficultés principales, un défi immense de l'aviation civile, c'est le fait d'attribuer les équipages dans les avions autour de la Terre, quoi. C'est-à-dire que à tout moment, il faut qu'il y ait 12 personnes, dont un pilote, un copilote, un commandant de bord, machin, etc. Et le commandant de bord s'est fêlé la cheville en faisant du golf. L'hôtesse de l'air vient de découvrir qu'elle était enceinte. Et l'avion a eu une panne sur le réacteur numéro 2. Il y a eu un ouragan, etc. C'est épouvantable. Vous savez que, notoirement, c'est la physique qui nous l'apprend, dans l'univers, le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 90. Voilà, tous les atomes de tout l'univers. Le nombre d'aléas possibles dans le transport aérien, dans le registre que je vous ai annoncé, c'est 10 puissance 100. Donc c'est épouvantable. Normalement, avec l'informatique normale, avec les logiciels normaux, établir les plans de vol, d'équipage, etc. d'une grande compagnie aérienne, c'est des journées entières à faire mouliner des machines sans grande précision. C'est-à-dire que vous allez après ça pouvoir faire en sorte qu'à Manille, il y ait un Boeing ou un Airbus avec à l'intérieur le nombre de gens qu'il faut au bon endroit. Mais sans tenir compte d'aucune préférence. Ça ne peut pas. L'intelligence artificielle, je le sais, c'est des amis, enfin des gens avec lesquels on travaille justement sur les problèmes de sécurité et d'intelligence artificielle. Ils se sont attachés, ils ont pris le problème là. De 4 jours, ils sont passés à 10 minutes. Donc ça existe aussi dans le domaine de la sécurité. C'est pas de l'intelligence. L'intelligence artificielle, c'est un terme trompeur. Ça s'appelle machine learning en anglais. Le fait d'apprendre à des machines. Alors, quand vous apprenez des choses à des machines et qu'elles le font à la vitesse de la lumière, où circule l'électricité, naturellement, ça va beaucoup plus vite. Raisonnablement, on ne peut jamais rien dire à 100% en criminologie. Mais il devient de plus en plus difficile, pratiquement même impossible à 90,90 d'organiser dans l'Union européenne un attentat du style 16 novembre et puis au mois de mars suivant à Bruxelles ou à Barcelone. Pourquoi? Parce que les prodromes, ce que vous devez faire obligatoirement, il y a une configuration qui est repérable dans le cyberespace et vous pouvez le reconnaître. Donc, comment ça se passe, où ça se passe, comment ça se fait, naturellement, je ne peux rien dire là-dessus, mais c'est devenu quand même beaucoup plus visible. Vous pouvez détecter les signes précurseurs d'une opération organisée. Mais il n'y a pas que les opérations organisées. Il y a le type qui a pris un coup de lune, Allah lui est apparu, et puis alors il prend une bonbonne de gaz, et puis voilà. Donc, tout n'est pas possible. Mais le terrorisme organisé à la façon du 11 septembre ou à la façon de novembre 2015 à Paris ou de mars 2016 à Bruxelles et du printemps ou de l'été 2017 à Barcelone, là, ça devient quand même beaucoup plus compliqué parce que ça laisse... Vous comprenez ? Les terroristes sont obligés de faire un certain nombre de choses. Bien sûr. Ils ne peuvent pas communiquer par pigeons voyageurs ou par signaux de fumée. Et donc, le seul fait d'utiliser la téléphonie, les réseaux, les machins, il y a des traces quand c'est quelque chose qui ressemble au prodrome des préparatifs d'un attentat. Souvenez-vous que pour les attentats de Paris, il y a plus de 150 personnes qui sont engagées là-dedans. Il y en a des dizaines qui circulent entre le Moyen-Orient, la Turquie, la Grèce, l'Europe, la Hongrie, jusqu'en Grande-Bretagne, parce qu'il y avait aussi des préparatifs qui ont été faits, etc. Et tout ça laissait des traces, et les traces en question sont spécifiques et repérables. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, mais ça rend quand même les choses plus compliquées.
Pareil pour les drones. Les drones, il y a des ondes qui permettent de les guider, de les diriger. Mais il y a aussi des dispositifs qui permettent d'annihiler certaines longueurs d'onde. Enfin, voilà, je ne vais pas me laisser dans le... on ne peut pas acheter un drone au bazar de l'hôtel de ville, ou Dieu sait comment ça s'appelle maintenant, et puis aller le faire péter au-dessus de la tête de M. Macron ou du président du CIO ou n'importe quoi, facilement. C'est devenu de plus en plus compliqué. Et ce qui existe dans le domaine de la malfaisance existe avec des dispositifs, même parce que certains dispositifs d'intelligence artificielle, seul un État peut, parce que ça consomme une énergie folle, naturellement. Ça fait travailler des gros serveurs et des choses comme ça. Et donc, c'est pas une bande de traînes savates venues du Moyen-Orient qui est capable de mobiliser ça. Donc, c'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que vous avez à proximité même, vous l'avez dit tout à l'heure, les Beaudottes, ça doit être à moins d'1 kilomètre d'un site olympique. Et là-dedans, vous avez des trucs hybrides avec des islamos, des bandits, les cousins ceci, les cousins cela. Et le problème des fratries, c'est que comme elles vivent très proches les unes des autres et parfois dans les mêmes lieux, elles n'ont pas besoin d'échanger par téléphonie. C'est pour ça que vous avez eu les Abdeslam, c'est pour ça que vous avez eu les Kouachi qui sont passés, comme on disait, sous les radars, parce que ils habitaient au même endroit. Donc quand les gens sont obligés de se téléphoner parce qu'ils habitent à 1000 bornes les uns des autres, la téléphonie, ok, c'est repérable, mais quand les gens habitent ensemble, même chose, Mohamed Merah, là, à Toulouse, il habitait dans une espèce de commune avec d'autres islamos, etc. Ils habitaient sur place. Comment voulez-vous les intercepter? Ils se parlent directement. Alors ça, c'est plus compliqué. J'ai lu dans le Figaro, Olivier Christen, le procureur national antiterroriste, il a déclaré à la presse qu'un attentat de masse était toujours possible. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure plutôt l'inverse, qu'après les attentats du Bataclan et des terrasses, après Bruxelles, l'Europe aujourd'hui était mieux protégée? Oui, mais j'ai commencé par dire, voilà, il est possible que des gens aient réussi à déjouer les précautions en question. Si on tente de reproduire un attentat du style les terrasses, Bataclan, etc., ça va être naturellement beaucoup plus compliqué, mais c'était aussi à l'époque une première. Ça avait eu lieu à Bombay. On s'était dit, bon, nos frères indiens sont parfois un peu cafouilleux, et donc peut-être que ce qui est possible chez eux n'est pas chez nous. Eh bien non, ça a été possible chez nous. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, de nouvelles sortes d'attentats ont été imaginés, ne permettant pas d'être repérés par les moyens qui nous permettaient d'être... Enfin, c'est simple, hein, c'est préparer la guerre d'avant, quoi. Donc la guerre d'après, elle ne ressemble pas toujours à la guerre d'avant. Et des fois, on a des surprises. Tout le monde nous annonçait la guerre des étoiles, et la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est 14-18 plus les drones quand même, hein. L'artillerie lourde, les tranchées, tout ça. Voilà, donc des fois on a des surprises. Et là, on n'est pas à l'abri des surprises. Je serais procureur national antiterroriste, je dirais la même chose que lui, simplement pour pas démobiliser les gens. Mais la possibilité de commission d'un tel attentat est beaucoup plus difficilement envisageable que voilà 5 ans. Voilà. C'est ça c'est sûr. Et alors, toute dernière question, Xavier Ruffieux, on a reproché à beaucoup de politiques de ne pas nommer le mal, notamment le terrorisme islamiste. Il y en a un que peu de politiques ont du mal à nommer, c'est cette menace du terrorisme russe. Des membres des renseignements allemands auraient alerté les renseignements français quant à la menace de possibles attentats commandités par la Russie ou par des Russes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense qu'il y a la réalité et il y a la propagande. Une chose est certaine. À l'heure actuelle, une guerre, au sens 14-18 du terme, est en cours quelque part entre la Russie et l'Ukraine. La guerre en question, elle peut s'achever à n'importe quel moment. On n'est pas loin d'évolutions considérables en matière de... le terme effondrement, mais de recul significatif. Et l'hypothèse la plus vraisemblable à l'heure actuelle, à terme,
mais pas à terme de 1000 ans, hein, à terme d'un an ou de 8 mois ou de 14 mois, c'est qu'on va hériter, comme il y avait une Allemagne de l'Est et une Allemagne de l'Ouest, d'une Ukraine de l'Est et d'une Ukraine de l'Ouest, et que l'affaire se terminera mal pour ceux qui rêvaient de reconquérir, y compris la Crimée, etc. Dans ces conditions-là, très raisonnablement, en se fondant sur 20 exemples historiques, on est obligé de constater que quand une guerre s'achève, que quand il y a plein de jeunes hommes frustrés parce qu'ils n'ont pas obtenu de ce qu'ils veulent, que la région en question grouille d'armes, parce que tout le monde en a envoyé du monde entier, le pronostic n'est pas très bon. Hein. Dans le passé, toujours, il y a eu des phases de terrorisme ou de lutte armée sous une forme. Songez, la guerre de sécession, 1861-1865. En 1890, encore, d'anciens combattants sudistes, les frères James, Jesse James et ses frères, attaquaient des chemins de fer et attaquaient des banques in the name of the lost cause, au nom de la cause perdue, c'est-à-dire au nom du Sud, hein, des sudistes. C'était devenu des bandits, mais ils avaient quand même un idéal. Ça, en plus, on en a déjà parlé ici, mais le gouvernement fait soigneusement exprès de regarder ailleurs parce que c'est trop énorme. Entre l'Ukraine et le reste de l'Europe, il y a la chaîne montagneuse des Carpates, 200 000 km², ingérable, incontrôlable. À l'heure actuelle, vous qui aimez les animaux, 90% des fauves européens, c'est-à-dire des lynx, des ours, des loups, sont dans la zone des Carpates. Il y a des forêts primordiales de 10 000 ans là-dedans. Il y a la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie, elle fait 650 km, il y a 2 points de passage gardés. Vous voyez, par là, beaucoup de choses peuvent passer. Hein. En plus de ça, nos amis américains, qui sont pas toujours d'une immense sagesse dans les histoires, les carabistouilles qu'ils inventent au Moyen-Orient, ont trouvé malin à un moment donné de déplacer des islamistes de la zone sous le contrôle des Turcs jusqu'en Ukraine. Alors ça s'est mal passé. Les islamistes en question n'avaient pas l'habitude de prendre des obus de 155 sur la figure, donc ils ont dit non, mais pas bon pour nous. Mais une partie est retournée à Idlib, une partie est restée en Europe. Où sont-ils à l'heure actuelle? Ce sont des terroristes redoutables, naturellement. Ce sont ces gens auxquels vous faites référence qui auraient pu commettre l'attentat du Crocus à Moscou? Non, là c'était une autre branche, mais de cette espèce de nébuleuse qui a éclaté en 1000 morceaux, qui s'appelait dans le temps l'État islamique. Mais là c'était plutôt ceux qui ont été envoyés combattre en Ukraine, c'était plutôt ce qui s'appelle Ajnad al-Kafkaz, les soldats du Caucase, qui étaient des islamistes ingouches, tchétchènes ou n'importe quoi, opposés au régime tchétchène naturellement pro-russe, hein, Kadyrov et compagnie. Et ceux-là, il y en a une partie qui ont déserté en Ukraine et dont on ne sait pas trop bien où ils se trouvent à l'heure actuelle. Donc je serais les gouvernements entre... parce que naturellement, des Tchèques, des Slovaques, des Allemands et des Polonais, il y en a qui viendront aux Jeux Olympiques. Donc leur gouvernement aurait intérêt de filtrer bien les individus en question s'il les repère, parce que ça, c'est un vrai péril. Il y a eu un espèce de jeu de bonneteau, on a dispersé toutes sortes de gens dangereux dans la région, et maintenant on ne sait plus trop où ils se passent. Alors je pense que c'est plus ça le problème que la volonté de Poutine, qui n'a pas l'air d'être trop en train de perdre sa guerre, d'aller... vous savez, le terrorisme, c'est le désespoir, quoi. Quand les Palestiniens commencent à réaliser, après la guerre des 6 jours, que Nasser ne viendra pas les sauver avec son beau cheval blanc, etc., et qui sont tout seuls, et qui sont dans la panade, et qui sont dans des camps de réfugiés, alors, en 68, vous avez les premiers détournements d'avions faits par des extrémistes palestiniens. Le terrorisme, c'est l'arme du désespoir. Et donc, dans la région, Ukraine-Russie, il y a un véritable déluge d'armes. Je note une chose d'ailleurs, qui n'a pas été soulevée par les médias trop, c'est qu'à Marseille, récemment, il y a eu les 2-3 premières fusillades où on a retrouvé par terre des étuis de 5,56. 5,56, c'est le calibre OTAN. D'où venaient ces armes? Bon, voilà. Hein. Avant, c'était du 7,62, c'est-à-dire le calibre des Kalachnikov, c'est-à-dire calibre pacte de Varsovie. Là, c'est le calibre OTAN.
Donc ça veut dire que d'ores et déjà de la zone de l'Ukraine arrive, parce que des 5,56, il n'y en a pas en Afrique par exemple, il n'y en a pas en Libye, là c'est des armes russes pour l'essentiel. Mais ça vient, maintenant ça commence à venir un peu d'Ukraine. C'est pas fréquent, mais la première fois c'est la bonne. Et comme il disait dans les tontons flingueurs, un barbu c'est un barbu, 3 barbus c'est des barbouzes. Et ben là, un 5,56... c'est un peu inquiétant, mais plusieurs, ça signifie que les armes sont en train d'arriver. Donc le péril, à mon avis, il est là. Des jeunes furieux, frustrés par la défaite, des armes qui traînent, la volonté de se venger. Dieu sait sur qui, sur des intérêts russes en Europe ou sur des gens qui sont les Chinois, qui sont n'importe quoi. Mais ça peut donner lieu, ça, oui, une vague on a vu ça dans le passé. Je vous remercie Xavier Hofer, comme d'habitude on a fait un tableau absolument réjouissant de notre pays, en tous les cas il était passionnant, je vous remercie beaucoup, je vous remercie tous de nous avoir suivis, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère que pour ce fait vous allez pouvoir la relayer à vos proches pour qu'elle soit diffusée au mieux, n'oubliez pas, je lis tous vos commentaires juste en dessous dans la rubrique et puis bien sûr pour me faire plaisir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit peu en bas à droite. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, portez-vous bien et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.